Alors donc bonjour à tous. Donc je vais vous parler effectivement donc de l'élicitation de l'a priori en inférence bayésienne par interrogation d'experts donc dans les études diagnostiques, parce qu'effectivement on est dans la session diagnostique. Il y a effectivement en statistique deux types d'inférences. L'inférence fréquentiste qui est celle que tout le monde connaît, donc classiquement avec on va avoir notre modèle et la vraisemblance de notre modèle. Là, je vais dire sa cousine, c'est l'inférence bayésienne, qui est peut-être quelque chose qui est beaucoup moins connu, où l'idée, on a toujours notre modèle et notre vraisemblance de notre modèle, mais l'idée, c'est d'adjoindre à ça des informations a priori sur les paramètres qui nous intéressent pour obtenir des estimations qui sont l'information a posteriori. Donc là, dans ce cadre-là, nous, on est dans les études diagnostiques. Donc je suis repartie du fameux tableau de contingence, effectivement, très classique, avec notre test qui est positif ou négatif et notre test de référence, notre Noël standard, qui est censé nous donner le statut réel des sujets, donc est-ce qu'ils sont malades ou pas. Sauf qu'effectivement, on l'a vu dans la présentation, c'est pas toujours si simple. Et on a un certain nombre de cas où, si on n'a pas effectivement de tests de référence, on se retrouve finalement avec un tableau de contingence où on a les résultats croisés de deux tests qui sont positifs ou négatifs, mais aucun des deux n'est pas vraiment le statut des réels de la maladie. Et donc c'est les fameuses, merci pour la présentation d'avant, qui a parlé effectivement d'une des possibilités, c'est les modèles à classe latente, où avec ce tableau-là, on se retrouve avec, par exemple, dans la première case, les deux tests sont positifs et avec une possibilité, soit les patients sont malades, soit les patients soient non malades. Et donc l'idée ici, c'est qu'on se retrouve donc avec ce modèle à classe latente avec un certain nombre de paramètres à estimer. Et une des solutions est effectivement d'utiliser de l'inférence bayésienne. Parce qu'il va falloir, à partir de ce tableau-là, arriver à estimer les sensibilités et les spécificités de chacun de nos deux tests, plus la prévalence de la maladie, plus si en plus on a la difficulté de dépendance entre les tests, des covariances entre les sensibilités et les spécificités. D'où la complexité de ce type de modèle et d'où une des solutions possibles qui est l'inférence bayésienne. Sauf que donc aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler des modèles, mais ce que je disais tout de suite au départ, c'est que le principe de l'inférence bayésienne, c'est d'avoir le modèle et d'y adjoindre des a priori sur des paramètres. Et donc la question, c'est qu'il va falloir avoir des a priori pour les paramètres qui nous intéressent dans les méthodes diagnostiques, dans les tests diagnostiques, donc les a priori sur les sensibilités et les spécificités. Et c'est le sujet de cette présentation. Donc c'était l'étude... c'était le recueil justement des a priori pour pouvoir faire de l'inférence bayésienne dans les études diagnostiques. L'objectif principal de l'étude, donc, c'était d'adapter aux études diagnostiques les méthodes d'élicitation des a priori par interrogation d'experts qui existent et qui sont largement développées maintenant dans tous les essais pour obtenir les a priori dans d'autres types d'études, mais c'est beaucoup moins formalisé dans les études diagnostiques. Donc l'idée, c'était de transposer ces études d'élicitation aux études diagnostiques. Et pour obtenir, dans le cas effectivement qui m'intéressait pour moi, c'est une étude qui était faite en mycologie où on avait 4 tests diagnostiques qui étaient 4 méthodes de PCR. Le but ici, c'est de le côté méthodologique, donc j'insiste pas du tout sur l'application clinique, mais c'était effectivement, on était dans le côté mycologique. Et après, il y avait un certain nombre d'objectifs secondaires, mais l'objectif secondaire le plus important, c'était aussi déjà obtenir des a priori sur les sensibilités, les spécificités, c'est pas forcément toujours facile, mais si on a déjà le côté où il faut avoir aussi des corrélations, comment on peut essayer d'avoir aussi des a priori sur ces covariances entre les sensibilités et les spécificités. Pour avoir une élicitation des a priori, c'est une stratégie qui se fait en 4 étapes, sachant qu'on peut aller chercher nos sources d'information à 2 endroits différents. La source d'information la plus facile, c'est effectivement aller dans la littérature et faire une recherche bibliographique et récupérer des a priori sur les paramètres qui nous intéressent. Donc pour nous, dans notre cas, la sensibilité et la spécificité, et de recueillir ces données. S'il n'y a pas grand-chose dans la littérature sur le sujet qui vous intéresse, et en général c'est le cas, parce que si vous voulez faire une étude pour évaluer un nouveau test diagnostique, vous n'avez pas forcément grand-chose dans la littérature sur les performances de ce test. Donc l'autre alternative, c'est d'aller chercher auprès des experts pour essayer de récupérer de l'information a priori. Donc il va falloir recruter des experts dans votre domaine, recueillir leurs croyances sur les a priori, après une agrégation des données et faire la partie élicitation des a priori.
Dans mon étude précisément, donc comme c'était de la mycologie, on est allé chercher nos experts dans la Société française de mycologie parasitologie, où on s'est servi de la mailing list de la Société française, où le but c'était de recueillir des experts donc, qui faisaient partie, donc qui étaient mycologues ou parasitologues, qui avaient une expérience en PCR diagnostic depuis au moins 3 ans, pour être considérés comme un expert en PCR. Après, il va falloir recueillir ces croyances. Donc, on a créé spécifiquement un auto-questionnaire où il y avait un certain nombre de questions, dont les questions donc, pour avoir l'élicitation des performances sur les techniques de PCR. Donc, il y avait 4 questions, une question par technique de PCR, avec chaque sous-question, forcément une question pour la sensibilité et la spécificité, sachant qu'on a fait le choix de recueillir l'information directement en probabilité d'avoir la maladie, sachant le résultat du test, donc en sensibilité et en 1 moins la spécificité. Et donc, on s'est servi et on a adapté les échelles visuelles de poids qui sont très utilisées dans les essais, mais avec le côté pour le diagnostic, où on a fait un certain nombre d'intervalles, donc en anglais, ils utilisent le mot BINS, où on a scindé la sensibilité, où le principe, c'est que chacun des experts, donc il a une totalité de 100 points maximum, donc au total, il doit avoir 100 points sur ses poids, et il doit attribuer, en fait, qu'est-ce qu'il pense comme possibilité d'avoir une sensibilité dans cet intervalle donné. Donc en général, les recommandations qu'on donne, c'est qu'ils mettent quelle est la valeur la plus probable où ils pensent que la sensibilité se trouve, ou la spécificité, et après de mettre, s'ils pensent que la sensibilité est 90%, ils disent je mets un poids de 50 ici, un poids de 20 ici, 25 ici, sachant que le total doit faire 100, et ça nous permet d'avoir une distribution empirique de l'a priori sur le paramètre qui nous intéresse. Donc ça, on l'a fait pour les 4 sensibilités et les 4 1 moins la spécificité. Et après, pour avoir sur des covariances potentielles, où là c'est encore plus compliqué, on a décidé d'utiliser en fait une question avec... donc on avait nos 4 techniques de PCR et ils avaient une échelle ordinale à 6 modalités de réponse croissantes où ils devaient se dire entre la PCR, la A et la B, ils pensaient que c'était très corrélé ou pas très corrélé. Entre la A et la C, est-ce que c'était corrélé ou pas très corrélé, etc. pour avoir une idée de est-ce qu'ils arrivaient déjà à formaliser une espèce d'a priori sur les covariances entre nos paramètres. Et donc après, tout ce qui est en recommandation quand on fait de l'élicitation, pour éviter tous les biais qu'il peut avoir, donc on a anonymisé les différents types de PCR parce que certaines PCR étaient effectivement des PCR commerciales et d'autres étaient des PCR institutionnelles. Donc on a décrit les PCR avec leurs caractéristiques pour qu'ils aient toutes les caractéristiques avec les amorces, avec comment se fait l'hybridation et tout ça, sans mettre le nom de la PCR pour pas qu'ils puissent avoir de biais sur est-ce qu'ils ne sont pas hyper satisfaits de ce laboratoire qui fournit ce type de kit. On a fait, en fonction de l'interrogation des experts, un tirage au sort aléatoire de l'ordre des questions, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tous la première PCR à juger en premier, mais ils avaient effectivement un ordre aléatoire sur les PCR à juger. Chaque question était présentée donc, avec effectivement l'échelle visuelle, comme vous l'avez vu, mais avec bien une notice explicative, effectivement un schéma pour bien qu'ils comprennent les poids et comment ça marchait. Et le questionnaire a été élaboré avec 2 experts parasito et en mycologie, donc effectivement ceux de chez nous, pour que ça soit bien clair pour toutes les caractéristiques. Et après, forcément, ils ont testé le questionnaire et c'était indépendant. Ils n'ont pas servi après à l'étude d'élicitation. Donc après avoir recueilli tous les experts, donc effectivement, on se retrouve pour chacun des experts avec une réglette avec leurs réponses pour chaque sensibilité et chaque spécificité. Donc il y a une agrégation par paramètre. Et après, il y a la partie élicitation à proprement parler des a priori, c'est qu'à partir des données poolées, il va falloir estimer les paramètres de la distribution a priori des paramètres qui nous intéressent. C'est pour ça qu'on les appelle hyperparamètres, parce qu'on trouve avec des paramètres de paramètres, ce qui est un petit peu compliqué. Donc, comme ici, on était sur des sensibilités et des spécificités, c'est-à-dire des probabilités, toutes nos probabilités a priori ont été élicitées avec des lois bêta. Donc, une loi bêta est définie avec 2 paramètres elles-mêmes, c'est-à-dire 2 hyperparamètres alpha et bêta, où on a fait à partir de la distribution empirique l'obtention de chacune des lois de probabilité a priori pour chacune de ces paramètres.
Et là, j'ai testé 3 différentes méthodes pour récupérer. En fait, la vraie méthode, qui est celle que je teste, c'est la méthode 3. Mais les autres simulent un petit peu ce qui était fait assez classiquement dans la littérature. C'est qu'au départ, on demandait juste aux gens de dire, vous pensez que votre a priori, il est entre quelle valeur et quelle valeur. Donc en fait, on ne leur demande pas normalement l'échelle complète, mais juste la valeur minimale et la valeur maximale. Et donc, du coup, après, on récupère les paramètres comme ça. Soit on leur demande 3 valeurs, la valeur la plus probable, la valeur minimum et la valeur maximum, ce qui est la méthode 2. Et puis la méthode 3, qui est celle où on utilise l'entièreté de la distribution empirique obtenue avec l'échelle visuelle, qui est la méthode que je voulais tester. Et donc après, le recueil des croyances, si j'avais fait que la méthode 1, on avait juste besoin de 2 questions. Ici, 3 questions, et là, l'entièreté de l'échelle visuelle. Après, l'agrégation des données. Et du coup, pour les licitations, en fait, avec la formule de la loi bêta, on peut obtenir les hyperparamètres alpha et bêta, soit juste en se servant de l'espérance et de la variance, soit en utilisant directement toute la distribution empirique. Et là, il y a un package spécial dans R qui s'appelle le package self. Donc voilà, alors, comme je pensais avoir pas beaucoup de temps, j'ai enlevé un certain nombre de diapos, notamment le flowchart, que j'aurais eu un petit peu le temps de présenter. Donc dans la société française qui s'appelle Anofel, il y a 126 experts. On a eu 35 personnes qui ont accepté, enfin qui ont envoyé un mail en disant qu'ils étaient intéressés pour participer à cette étude des licitations. Et au final, on a eu 9 réponses parce qu'on s'est retrouvé, en fait, c'est 9 CHU différents qui ont accepté de participer, mais on n'a pas eu. Le petit biais qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu des réponses individuelles des experts, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui nous ont répondu en disant je veux participer, mais finalement ils ont tous dit ah mais en fait on a répondu un seul centre, en fait ils ont fait une réponse groupée par centre, donc on a eu 9 réponses qui correspondent à 9 CHU assez bien répartis dans la France. Donc à la croyance des experts, une fois qu'on a eu nos 9 réponses et qu'on les a agrégées, on se retrouve avec les résultats, donc on a nos 4 sensibilités pour nos 4 PCR en haut et nos 4 1 moins la spécificité pour nos PCR en bas. Donc globalement, une fois qu'on a eu des réponses, ça a assez bien marché parce que ceux qui ont accepté de répondre ont bien joué le jeu et on a réussi à avoir des distributions différentes où on voit que globalement, ils pensent que c'est quand même très spécifique, ce qui est assez classique pour des PCR. Mais on a quand même des a priori assez différents sur les sensibilités où on a quand même 2 techniques de PCR sur lesquelles ils avaient moins d'a priori, enfin un a priori moins intéressant que sur les autres. Donc, nous, on a nos données de croyance poolées. Et donc après, à partir des 3 méthodes, ça nous permet de voir quelle distribution a priori on peut éliciter à partir de ces croyances. Donc celle que vous avez en bleu, en petit pointillé, alors j'espère que vous voyez suffisamment bien, c'est si on utilisait la première méthode, c'est-à-dire qu'on utilisait juste la valeur minimale et la valeur maximale dans lequel ils encadraient la sensibilité. La méthode 2, qui était celle qui utilisait la valeur minimale, la valeur maximale, mais aussi la valeur la plus probable, donc qui servait de moyenne pour d'espérance de la distribution. Et après, celle qui est en rouge, qui est la méthode 3, qui est celle qui utilise vraiment l'entièreté de la distribution empirique a priori qu'on a obtenue avec potentiellement des pics, des choses beaucoup plus resserrées, une queue de distribution, des choses comme ça. Et on voit effectivement que la méthode 3 est quand même assez intéressante et alors, permet d'avoir vraiment des a priori quand même assez précis s'il y en a. Et je vous ai mis ici qui est effectivement où on voit l'ensemble des méthodes. Ça nous permet d'obtenir les distributions et les hyperparamètres alpha et bêta pour chacune de nos sensibilités et nos spécificités pour nos 4 techniques de PCR. Et après, pour nos objectifs secondaires, on a réussi aussi à obtenir des a priori sur les corrélations possibles entre nos techniques de PCR 2 à 2. Où, après, je ne rentre pas dans les détails cliniques, j'ai volontairement mis PCR A, B, C, D. Je ne pense pas que c'était le sujet aujourd'hui. Oups, pardon. Où on voit qu'effectivement, il y a certaines PCR où on avait un a priori de beaucoup plus de corrélation. C'est une échelle, hein, plus on est foncé, plus on est corrélé. Avec beaucoup plus de corrélation entre celle-là et celle-là, qui sont liées effectivement au système d'amorce et aux caractéristiques de la PCR. Donc,
l'avantage de l'utilisation combinée comme ça de cette échelle visuelle avec les poids est quelque chose qui sont marché, qui est intéressante et réalisable pour l'élucidation des a priori dans les études diagnostiques. Ça permet d'avoir le recueil des croyances avec cette échelle et pas justement proposer juste la valeur la moins fréquente et la valeur la plus fréquente. Et avec l'utilisation de ce package, ça permet effectivement d'avoir une distribution a priori recueillant bien et utilisant bien toute l'information a priori empirique qu'on a. Après, il faut quand même, soyons honnêtes, avoir une meilleure information des cliniciens sur les méthodes bayésiennes, parce que quand on commence à leur dire « je veux des a priori pour obtenir des paramètres », c'est un petit peu compliqué. Mais une fois qu'ils ont compris le principe, que c'est vraiment, on leur demande en tant qu'eux experts d'une pratique, quand ils ont bien compris le côté de l'échelle visuelle, bah finalement ce côté échelle visuelle marche assez bien et on arrive à obtenir des a priori intéressants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.